Salut les marques, salut les Sparks, bienvenue dans Catch Up, je suis Ericside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch, ici toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on résume et on analyse les émissions de la WWE. On parle catch, pour m'accompagner, l'inusable Papy. Comment ça va Papy? Bon, j'ai petits enfants, bonjour Ringsa, ça va bien et toi? Ben ça va, parce que cette semaine on est à Winnipeg, au Canada, ma ville de cœur. Manitoba, bah oui. Manitoba, Canada, au Canada Life Center, pour un SmackDown historique, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on est, au milieu des tourments de la météo américaine, en pleine tempête exotique, là, et tempête tropicale plutôt, pour parler français. Et du coup, on a une grosse partie du roster qui est coincée en Californie, on va apprendre tout au long de l'émission. Du coup, visiblement, ils ont dû remixer un petit peu ce qui était prévu pour l'émission. Et on va se rendre compte que la totalité du show va être tenue par des mecs de Raw, à peu près, hein, de Monday Night Raw. Si l'histoire des rosters, ça a encore un sens de nos jours, je ne sais pas. Oui, de moins en moins quand même. Hein, ouais, surtout cette semaine, ça s'est senti. Donc, on commence fort le show avec un match tag team qui oppose Sami Zayn et Solo Sikoa, les représentants de la Bloodline, et les représentants de la Loser Academy, Ricochet et Madcap Moss. On se souvient que la semaine dernière, Sami Zayn avait reçu le t-shirt de la Bloodline des mains de Roman Reigns. Donc ça y est, il est vraiment officiellement le housse honoraire. Et maintenant, il se trimballe en équipe avec Solo Sikoa qui est l'enforcer un peu du groupe maintenant, la grosse brute. Gros match entre les quatre là, ça fait une belle petite équipe, Moss et Ricochet, hein, entre le gros musclé Madcap Moss percutant et le high flyer Ricochet. Donc ça se base dans tous les sens et finalement c'est les méchants qui gagnent, hein, Zayn et Sikoa. Après, sur tout le match, on a un petit segment dans les vestiaires où Sami Zayn et Sikoa rejoignent le vestiaire de la Bloodline et ils sont accueillis en quelque sorte par Jey Uso, qui prend quand même Sami Zayn à part, qui lui dit fais gaffe, hein, je te surveille, si tu essaies de foutre le bordel dans la Bloodline, je m'occuperai de toi. Et Sami Zayn, il le reprend, il lui dit écoute, si t'es pas content, t'as qu'à aller en parler avec Roman. Et il rentre dans le locker room. Jey n'est pas content, toujours des tensions dans la Bloodline. Un joli petit opener, j'ai envie de dire, pour commencer le show. Quand même 12 minutes, encore plus de 10 minutes de catch, hein, pour ouvrir. 12 minutes 34. Est-ce que c'était sympa pour commencer ce petit show à Winnipeg, mon bon papy? C'était sympa, c'est toujours sympa à la Bloodline, hein, parce que c'est comme on le dit souvent, c'est un petit peu le seul truc qui tourne à WWE en ce moment. Bon, ça a l'air un peu trash. La Bloodline qui fait du bien à voir, Solo, Sikoa et Sami qui font une belle équipe entre l'Unforcer et puis la wildcard, on va dire, un peu de la Bloodline. À noter quand même que les pauvres Ricochet et Moss, qui pourraient faire une bonne équipe, je pense, un de ces quatre, vu leur style vraiment complémentaire. Ils ont pris comme la marée au niveau de la foule, quoi, parce que la Bloodline c'est déjà beaucoup de pop. Alors en plus quand tu rajoutes Sami au Canada, là c'était même pas la peine, quoi. Ils ont jamais été encouragés. Non. Le pauvre Moss, dès qu'il essayait de reprendre un peu le dessus, il était hué comme pas possible. Ouais. Alors qu'il c'était a fait un sacré move là où quand il a soulevé, je sais plus si c'était Sami Zayn ou ça devait être Sami Zayn, je pense, où il l'a soulevé et placé en jackhammer là, c'était quand même assez impressionnant comme move. Sami Zayn, ouais. Ouais, mais il s'est bien fait huer, hein, le pauvre. C'est ça, c'est le pauvre, il fait des jolis moves, il est avec un face et lui-même est face, mais ça, dans cette circonstance-là, ça marche pas du tout, quoi. C'était pas sa soirée. C'est pas sa soirée, le pauvre Madcap. Et puis voilà, quoi. Et puis sinon,
Solo Sikoa continue à engranger un petit peu de temps en tête dans le ring, vu que c'est le petit nouveau, ça lui fait pas de mal. Et derrière, malgré l'absence a priori de Jimmy qu'on n'a pas vu du tout, donc on peut supposer que lui était bloqué quelque part en Floride. T'as eu quand même le petite interaction entre Sami et Jay qui fait du bien, vu que c'est un peu le truc rampant de cette histoire-là, l'inimité entre Sami et Jay, qui est vraiment fortement appuyé sur ce segment-là. Là, clairement, cette carte-là, avant, elle était, on va dire, un peu rampante avec des petits regards, tous ces trucs-là. Là, clairement, ils sont vraiment en train d'appuyer dessus. Ouais. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que on peut se demander à quel point qui a raison dans cette affaire, quoi. Est-ce que c'est Jay qui est parano? Est-ce que mine de rien, Sami, est-ce qu'il n'y a pas un moment très Roman le moment venu? Ça peut être une possibilité connaissant le bonhomme. Donc c'est un bon truc qui peut nous tenir en haleine les prochaines semaines s'il l'utilise bien. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le suspense, il y a les. Comme tu dis, on sait pas qui a tort, qui a raison. Tout le monde tient sa position. On a Sami Zayn qui est quand même super fun. Juzo aussi, il est parfait dans son rôle de parano là. Non, c'est que du bonheur ce truc-là. J'ai oublié de mentionner que Solo Sikoa passait à tabac Madcap Moss en fin de match. Je l'avais oublié aussi. Ouais, un grand coup de boule dans la gueule. Solo Sikoa qui assure quand même vachement bien, je trouve, que ce soit dans le ring, que ce soit son personnage, honnêtement. Ils ont bien fait de le faire monter aussi rapidement, et ça servait à rien de le laisser encore à NXT. C'est un Samoa Joe in shape, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Il s'est pas embêté pour la personnalité, mais bon, ça lui va bien. Ouais, c'est ça. Sur le Samoa Joe qui était blond aussi quand il était jeune. C'est vrai. Peroxydé comme ça, donc il y a vraiment on sent que Triple H il a essayé de recréer un petit Samoa Joe. Alors c'est pas le même catch parce que Solo Sikoa il a le même catch que les Usos, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, mais je trouve que dans le personnage, dans les attitudes, même quand il prend le micro, pour un mec qui vient d'arriver, franchement, sacrée performance, le gaillard. Donc c'est toujours bonne recrue, c'est toujours un sans faute pour la Bloodline. Donc voilà, on attend la suite. On enchaîne avec une petite vidéo dont Triple H a le secret avec Karrion Kross et Scarlett. Donc il y a du noir et blanc, il y a de la couleur saturée, il y a du montage, si vous voulez, il y a de la musique. On nous remonte un petit peu la séquence où Scarlett a envoyé une boule de feu dans la face de McIntyre. Alors c'était bien une boule de feu, moi je croyais qu'elle lui avait craché au visage, mais non, c'est une boule de feu. Et puis en gros Karrion Kross qui explique qu'il va détruire McIntyre dans leur match dans leur strap match à Extreme Rules. Il a pas peur, son plan fonctionne à merveille, McIntyre est pas assez intelligent, et c'est lui qui détient le temps, etc. Il va faire révolutionner tout ça. Karrion Kross donc dans ses œuvres, moi ça me fait penser à, alors je sais pas si tu suivais toi la Lucha Underground, mais je trouvais que ça ressemblait vachement à ce que produisait la Lucha Underground à une époque, ce segment-là. Non, alors je ne suis pas la Lucha Underground. Après moi, on en discute beaucoup sur le Discord du Karrion Kross. C'est un objet de débat. Comment dire, moi j'aimerais que son personnage in-ring suit un peu toutes ses promos vidéo, en fait, parce que il fait des promos vidéo qui sont souvent un peu chiadés. Par contre, je trouve qu'il n'a pas du tout encore l'envergure de ce type de personnage un peu mystique là, qui est en train de se faire passer en vidéo. Et donc, du coup, je trouve ça un peu dommage, quoi, parce que moi, un mec qui est bon que en segment vidéo, c'est quand même pas le top, quoi. Donc, mon ami Kyrion, ce serait bien que tu travailles un petit peu ton acting en live pour nous présenter de bonnes choses comme ça aussi. Ça risque d'être la douche froide à Extreme Rules, parce qu'il a pas beaucoup catché, il a même pas catché du tout à la télé, je crois. Je sais pas s'il a affronté quelqu'un. Si, il a eu un match contre Gulak, je sais pas quoi. Ouais, contre Drew Gulak, ouais. D'ailleurs, on a vu qu'il était pas super in shape, donc. Alors peut-être qu'il passe son temps à la muscu, je sais pas. Il était peut-être aussi
coincé à l'aéroport. Mais bon, s'ils avaient fait cette vignette, c'est qu'ils devaient pas catcher dans le ring, je pense. Mais bon, c'est super, on l'a déjà dit, mais c'est super casse-gueule quand même, comment ils l'ont lancé dans le main roster là face à Drew McIntyre. C'est compliqué. J'ai peur que il est monté directement haut. Hein. Ouais, il a visé trop, je pense. Alors, soit ils le font gagner, et dans ces cas-là, c'est. Alors, peut-être que Drew McIntyre est blessé. Il y a des rumeurs quand même, comme quoi il a des problèmes au dos, etc. Alors, peut-être qu'il va prendre un temps de récupération. Et peut-être que du coup, pour expliquer le temps de récupération, il va se faire défoncer par Karrion Kross. Mais dans l'absolu, s'il n'y a pas ce temps de récupération, il faut que Drew McIntyre gagne le match, quoi. Donc, ce sera une défaite pour Karrion Kross et ça risque d'entamer pas mal son aura, Karrion Kross, qui est déjà pas très convaincant plus que ça, hormis dans les vignettes, comme tu le dis. Gros challenge là pour Triple H. Ouais, et puis même dans les deux cas, je trouve qu'il est dans la merde en fait dans les deux cas parce que même s'il gagne, qu'est-ce qu'il va faire derrière quoi? Il va chercher Roman Reigns. Karrion Kross contre Roman Reigns. Ouais. C'est un peu chaud. Faut être réaliste les gars là. Surtout qu'en gros monstre, il y a aussi Strowman à SmackDown. Oui, et en gros monstre, là on parle de monstre. Kross, quand tu le vois torse-poil contre McIntyre. Ah non, ça tient pas. Voilà, il y a une sacrée différence. Ouais. Ils auraient dû l'envoyer contre AJ Styles ou contre Kevin Owens, tu vois. Quelqu'un comme ça qui aurait pu encaisser une défaite sans trop de problèmes. Là, contre McIntyre, c'est chaud, parce que McIntyre, c'est le deuxième derrière Reigns, quoi. Puis physiquement, comme tu dis, il en impose. Il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser. C'est difficile de se faire passer pour un monstre face à Drew McIntyre, quand même. Ouais, bon courage, Karrion. Bon courage à toi, Karrion. Backstage, Kayla Braxton interview Austin Theory qui nous explique qu'il y a Brock Lesnar et Tyson Fury quand même qui l'ont empêché de cacher sa manette, donc ça va bien de le critiquer. Il y en a qui ont des vrais problèmes. Il commence à se foutre de la gueule de Drew McIntyre, mais là-dessus, il y a McIntyre qui débarque, qui le regarde, qui lui dit toi, moi, dans le ring, tout de suite. Donc voilà, le monstre McIntyre, quand il débarque, on s'exécute et on a ensuite un match entre Drew McIntyre et Austin Theory. Match court de 1 minute 55 puisque alors que Chad Gable, Austin Theory débarque avec l'Alpha Academy, c'est ça qu'il faut savoir. À ses côtés, donc Chuck Gable et Otis. Pendant le match, il y a Gable qui va monter sur le tablier du ring pour distraire McIntyre. Et du coup, il y a Otis qui va aussi en profiter pour attraper la jambe de McIntyre, le faire glisser à l'extérieur du ring. Et là, c'est la disqualification, parce qu'il n'y a pas de raison que Otis intervienne dans le match. Sachant que McIntyre dominait largement Austin Theory pendant le match. Donc disqualification, les trois attaquent McIntyre, ça commence à le fracasser et là heureusement le sauveur est arrivé. Johnny Gargano dans l'indifférence générale arrive au ring en courant, mais il attaque un peu le trio Alpha Academy Theory, mais évidemment un petit Gargano c'est pas terrible, donc il se fait repousser. Les méchants toujours le contrôlent jusqu'à ce qu'une nouvelle musique retentisse. Et là, c'est le favori du public, l'enfant du pays, Kevin Owens qui débarque. Il arrive au ring, il fait le ménage. Et on nous apprend que en main event, on aura un 3 contre 3, McIntyre, Owens et Gargano contre Alpha Academy et Theory. Est-ce qu'on se ferait pas le main event tout de suite? Comme ça, c'est fait. Alors, si tu fais le main event tout de suite, bon courage pour finir l'émission. Il restera que les filles. Il restera que les filles. Alors, on s'arrête un petit peu petite pause sur ce match. Qu'est-ce qu'on a? Moi, je trouve que le point noir, c'est quand même le run-in de Gargano dans cette histoire. Ça fait pchit, Le pauvre, il rentre, tout le monde s'en fout, il s'est éclaté direct, boum, allez hop. Aïe. Va te coucher. Il le fout pas. Alors là, tu as dû jubiler quand même. Mais j'ai jubilé quelque part. Alors, oui, j'avoue quand même, j'ai un petit esprit quand même qui est content de le voir à chaque fois se loser comme une merde. Mais bon, en même temps, ça conforte un peu mon avis sur lui, c'est que pour l'instant, c'est
c'est pas du tout du même acabit que les 2 gars qui étaient avec lui, quoi. Donc bon, Oui, après oui, voilà, hein, non, il a c'est pas le normal, star hein. power moi, je trouve qu'ils ont bien géré de le faire débarquer quand même comme une star. Maintenant, ça reste pour moi un petit gars qui doit démontrer qu'il est valable dans le ring. Ce qu'il a fait à NXT, ça compte plus. Donc, C'est ça. De son passé NXT ne justifie absolument rien dans le main roster, quoi. Donc bon, voilà, ils tentent le coup, ils y vont à fond, mais je suis vraiment pas étonné qu'ils passent après des tauliers comme Kevin Owens. Alors Kevin Owens en plus à domicile, ouais. en termes de pop, il est invincible, quoi. Il y a pas grand monde qui aurait pu aller le chercher, quoi. Donc Clairement. surtout pas Gargano, quoi. Surtout pas Gargano, non. Mais bon, après voilà, moi j'aime bien. Alors théorie, c'est un peu compliqué parce que je trouve ça emmerdant qu'il traîne dans les histoires avec Gargano, moi, perso. Ça m'embête beaucoup moins qu'il soit avec Kevin Owens parce que là, Mm. on parle à tout autre niveau. Mais Gargano, je trouve que c'est un peu triste qu'il perde son temps avec lui Austin Theory. Par contre, le reste fonctionne plutôt bien. Là, le fait qu'il décidément fasse connerie sur connerie là en cherchant Drew McIntyre sans se rendre compte Mm. qu'il est juste derrière lui. En plus, c'est une promo en type oh, il est vraiment trop con, Drew McIntyre, il voit pas qu'il y a des gens qui se cachent derrière lui. Bah ouais, voilà, c'est pour ta pomme. En fait, et puis tu le vois en fait dans son regard quand il y a la main de McIntyre qui se pose sur son épaule en disant eh merde, je me suis encore fait avoir. Ouais, il est C'est très bon théorie quand même. voilà, théorie très bon en comédie. Mm. Et puis et l'Alpha Academy qui traîne autour de Theory, moi j'aime pas mal. Je trouve ça Mm. pas mal. Ça me rappelle un peu la J&J Security Ouais. avec Rollins en fait. Ouais, c'est Des toujours. low cardeurs qui viennent l'aider un peu Mm. le futur main eventer, quoi. Ouais, c'est toujours bien quand on a un mec comme ça qui a 2 hommes de main avec lui. Ça, déjà, c'est simple pour le booking parce que tu peux toujours envoyer les deux dans un premier temps affronter le babyface et puis après tu vas affronter le boss final. Mais ça donne aussi un aura comme ça au mec, effectivement, que si tu envisages que ça devienne ton prochain main eventer, ce qui est le cas pour Theory, hein, de toute façon. Je veux dire, le projet, il est là. Hein. Mais, Ça mais serait dommage de pas le tenter, hein. ouais. En tout cas, de toute façon, il assure, ça fonctionne, il se fait huer de plus en plus. Dans le catch, c'est toujours, enfin dans le ring, c'est toujours impeccable. Puis là, ils sont tous très talentueux, hein, tous ceux qui sont dans l'histoire là. Donc, ça donne même si c'est des matchs d'1 minute là, comme comme on a eu là, ça reste super divertissant au milieu du ring. Et McIntyre qui en impose. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Qui est le patron, hein. C'est bien ça Ouais. d'avoir Mmh. un mec qui puisse dire ok, tu fais une connerie, je te mets un match directement. C'est ça qui manque un peu finalement à WWE, des mecs Mmh. qui prennent leurs responsabilités puis qui disent ok, je fais un match tout de suite et puis de toute façon comme je suis main eventer, Ouais, je l'ai décidé donc ça se fait, quoi. Et il c'est y a ça. trop peu de gens qui le font actuellement, notamment chez FI où personne ne décide de rien. Ouais. Et voilà, on a besoin d'avoir des gars qui soient des leaders non, de vestiaire et aussi de show, en fait. Des mecs Mmh. qui vont te dessiner la carte du show juste par décision, quoi. C'est ça. Exactement, des mecs qui s'imposent comme les superstars du show. On tient un truc avec McIntyre. Maintenant, voilà, il est handicapé par le fait il y a pas de ceinture. Donc, à un moment donné, quand même, ce règne de Roman Reigns, va falloir que ça se termine. Backstage, Shotzi, c'est ça que Non. t'aimes bien? Ouais, si, Shotzi. Ah non, attends, on a un truc mieux avant. Les MMM, les Maximum Male Models, Ah ils bah sont oui, dans les vestiaires. il vise un titre. Voilà. Ils visent un titre, hein, parce que il y a Max Dupree qui arrive alors les deux, Mansoir et c'est surtout Mansoir qui parle, et Massé, expliquent que oui, ils comprennent qu'ils soient déçus de leur performance la semaine dernière. Ils ont loupé leur occasion de gagner le titre, etc. Mais ce soir, ils vont prouver leur valeur en gagnant un nouveau titre. Alors là, Dupree, il est content. Il dit ah c'est vrai, vous êtes décroché un match contre les Usos, c'est super ça, les gars. Mais non, les Maximum Male Model lui expliquent que non, on va gagner le titre de la pause la plus longue. Et ils font une pause pour les photographes. Donc c'est parti. Dupree, il est dégoûté, il s'en va.
Ça lui plaît pas cette histoire. Il veut les voir catcher. Et là-dessus, il y a Hitro qui débarque et qui fait peur à Mansoir et Massé qui perdent qui lâchent la pause en quelque sorte. Et donc ils sont obligés de recommencer. Et un peu plus tard dans l'émission, alors ils vont croiser Kevin Owens qui est dans les vestiaires en train de discuter avec McIntyre et Gargano, hein, où ils expliquent qu'ils sont on est tous sur la même page, comme on dit en anglais, le même livre, même, dit Gargano, ça fait un peu marrer Kevin Owens, qui s'en va, il croise les Maximum Male Models, alors il dit à Massé de mettre sa main un peu plus haut pour que ce soit plus efficace, sa pose. Et après, il croise Sami Zayn et il lui dit à Sami Zayn qu'il faut qu'il change de t-shirt. Ça pop dans le public hein, quand ils se croisent tous les deux. On aime bien les interactions entre Kevin Owens et Sami Zayn quand on est à Winnipeg. Oui. Voilà. Et alors, un peu plus tard dans l'émission, pour conclure cette histoire autour des Maximum Male Models, ils sont à 2 doigts, à 10 secondes de réussir leur challenge. Et là-dessus, il y a Max Dupri qui débarque et qui met une patate dans la gueule de Mansoir. Et voilà, il les regarde et il leur dit bon, vous voyez, hein, ça fonctionne pas, on était à 2 doigts de gagner, puis on perd, hein, voilà où vous en êtes. Et puis d'ailleurs, toute cette histoire, moi, ça me convient pas. Et il jette sa veste et il s'en va. Alors ça, clairement, ça nous annonce la fin de la gimmick de Max Dupri pour le retour de LA Knight, hein, on pense. Ah là 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 là. Voilà le scandale de cette émission de SmackDown plutôt. La grosse fausse note, hein. La grosse fausse note. Oui, parce que ça fonctionne quand même super bien, les Maximum Male Models, même si on est dans le bas de la carte, même si c'est que pour rigoler. Mais c'est bien de rire un peu quand même en regardant le showcase, là, plutôt que de se faire chier, là, avoir des mecs en slip qui se battent 25 minutes à chaque match, là. Qu'est-ce qu'on s'en fout, là. On l'a déjà vu 40 fois, ces matchs-là. Voilà. C'est un petit peu originaux, quoi. Les gros matchs, c'est dans les pay-per-view, pas dans les... Voilà. Pas dans les weekly. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis pour faire quoi? On va revenir LA Knight. On sait même pas c'est quoi son personnage. LA Knight, il a une montre en or. Il a rien. Il a rien. Il a rien. Il a un gros physique, mais franchement, t'en as vu 10 comme lui, quoi. C'est tout. C'est ça. C'est dramatique. Et ouais, il jette en fait. Je sais plus si c'est sa veste ou son ceinturon en fait qui jette avec les lettres Max Dupri là. Enfin, donc ses initiales quoi. Donc voilà, effectivement, ça sent la fin pour les Maximum Male Models. Peut-être pas la fin pour eux, parce que eux, du coup, ils ont gardé leur gimmick et globalement, que ce soit Mansoir ou Massé, je pense pas qu'ils puissent espérer bien plus que cette gimmick actuelle. Encore que Mansoir, il a comme des qualités, ce garçon. Ouais, Mansoir, je trouve qu'il assure grave, moi. Hein. Pour un gars qui était avant juste là pour faire le compte, quand ça passe à le quota en allant en Arabie Saoudite, là il commence vraiment à être un vrai catcheur, on va dire, à faire de la comédie. On l'avait vu catcher c'était contre Ali, je crois de mémoire, où ça a été super sympa. Donc Mansoir, gros potentiel. Autant Massé, de toute façon, depuis le début, on sent on n'en tirera rien. Il est grand, voilà, c'est tout. Voilà. Autant Mansoir, il y a peut-être quelque chose. Et puis, la déception. Un peu déçu comme pour Max Dupri, parce que je trouvais le personnage sympa. Et puis Maxine Dupri, par contre, elle, c'est pas du tout la même limonade, quoi. C'est transparent. Elle. C'est la manager blonde, fille classique, là, sans intérêt. Ouais. C'est peut-être. Alors voilà, moi je reste optimiste parce que je me dis c'est peut-être Mansoir qui va pouvoir briller un peu plus, voler un petit peu les séquences quand il y aura des séquences avec les Maximum Male Models s'ils continuent avec le gimmick là, ce que je pense qu'ils feront. Et pour LA Knight, Eli Drake, Max Dupri, le mec il a quand même beaucoup de talent, il a le micro. Il sait catcher, il a un catch en plus qui est plutôt bien WWE compatible. Peut-être qu'il a une possibilité de s'en sortir dans le main roster avec son personnage d'LA Knight, même si bon, il est pas. Ce qu'on avait vu à NXT, c'était pas plus convaincant que ça, mais pour l'avoir suivi un petit peu à Impact, à la TNA, je sais qu'il est capable de sortir des grosses promos. Bon, on l'a vu là de toute façon, qui s'est
faire des bons trucs, même quand on lui donne des trucs casse-gueule. C'est un mec qui est d'étoffe du mise un petit peu, donc il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc on peut peut-être conserver les maximum male models avec Mansoir et partir sur d'autres trucs intéressants avec LA Knight. Alors faudrait vraiment qu'ils fassent des trucs plus intéressants que ce qu'ils ont fait à NXT, parce qu'à NXT c'était quand même pas terrible, quoi. Enfin, j'ai rien qui me vient en tête d'un grand moment d'LA Knight à NXT. Alors, mon seul grand moment qui vient en tête, c'est dans les Wargames quand il était rentré en escalant la cage. J'ai dit, comme c'est un joli bébé, ça. Hein. Ouais, voilà, c'est à peu près tout, mais sinon, il n'y a pas. Il y avait rien de vraiment intéressant. Voilà, donc à voir. S'ils vont vraiment exploiter le potentiel de LA Knight, et si on va conserver quand même les maximum male models. Pour moi, il y a quand même quelque chose à faire avec Mansoir. Hein. Donc, franchement, on l'a dit, hein, pour la low card de la comédie, c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais, en plus, c'est vraiment ce dont on a besoin à SmackDown. Puis on peut même les envoyer à Raw. Hein, il y a du temps d'antenne. Hein. Pour eux, ils peuvent gagner à titre 24/7 et des trucs comme ça. Hein. Donc voilà, bon, en tout cas, par contre, on n'est pas très content de ce départ de Max Dupri. Il va falloir rattraper le coup. On t'a à l'œil, Triple H. Voilà, rattrape un peu ta bêtise. Ta bêtise. Alors, il y a aussi Sonia Deville et Shinsuke Nakamura qui sont passés pendant que les Maximum Male Models faisaient leur pause. Finalement, il y avait des gens à ce SmackDown, soi-disant, où tout le monde n'était pas là. Hein. Ils ont juste pas voulu foutre les pieds sur le ring. C'est ça, c'est une grosse feignasse de Nakamura. Encore une fois. Voilà, Sonia Deville, de toute façon, on n'a pas envie de la voir dans le ring. C'est pas bien grave, mais on les voit, les feignants, quand même, de SmackDown. Hein, on vous a à l'œil aussi. Tiens, les nazis. Tu me disais, qu'est-ce que deviennent les nazis? Que deviennent les nazis, c'est toujours la question qu'on se pose. Hein. Voilà, et ils sont là, ils arrivent au ring, ils font une promo, ils disent qu'ils vont, qu'ils sont costauds, et Gunther explique qu'il va défoncer Sheamus, qu'il va lui arracher le reste de conviction qu'a Sheamus, il va le briser, hein, tout simplement. Mais là, il y a la musique de Sheamus qui retentit. Il arrive au ring, il est seul, les Brawling Brutes ne sont pas avec lui, ils sont retenus en Floride. Donc il arrive seul au ring, il a dit, moi j'ai pas peur de venir vous casser la gueule, c'est le roi des bangers, il dit maintenant. C'est son nouveau gimmick. Je viens vous casser la gueule tout seul, il n'y a pas de raison. Il arrive au ring, bon, Imperium, ils sont un peu costauds quand même, hein, donc il n'arrive pas à prendre le dessus. Hein, Sheamus, il se fait défoncer. Il se fait bien défoncer, hein, il se prend une grosse powerbomb de Gunther après s'être mangé pas mal d'Atemi et puis des big boots aussi dans la face. Hein. Donc là, le Imperium triomphant quitte le ring. Et Sheamus va ramper pour attraper le micro. Il va dire, c'est tout ce que t'as, Gunther, c'est tout ce que t'as à m'offrir là. Alors là, du coup, ils sont pas, ils vont quand même ils vont revenir au ring pour le tabasser la gueule, sachant que Sheamus était arrivé avec un Shillelagh quand même, les espèces de matraques, les Shillelagh, les matraques irlandaises là. Oui, parce que ça sera un good old fashioned Donny Brock match, le match Extreme Rules. Ah, d'accord, un match sans disqualification donc. Tout à fait, voilà. Gunther, Sheamus 2. Non, c'est le 3 contre 3, celui-là qui est. Ah ouais, c'est un 3 contre 3. En fait, t'as le Gunther Sheamus qui est au SmackDown juste avant, le premier de la saison. Et après, tu as le 3 contre 3 qui est prévu à Extreme Rules en good old fashion Donny Brock match avec les Shillelagh. Avec les Shillelagh. D'accord, ok. Shillelagh. Alors, Sheamus se fait assommer avec sa propre arme. Hein. Ça lui apprendra. Ça lui apprendra à devenir armé comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Seul contre toi, c'est pas très malin, mais grosse popularité de Sheamus quand même, toujours. Grosse popularité de Sheamus, ouais, c'est un segment plutôt efficace en fait. Finalement. Ouais, ça fonctionne bien. J'espère que Sheamus va prendre le titre intercontinental, moi. Ouais, là franchement, je vois pas l'intérêt de faire la rivalité sinon, même si c'est sympa à regarder, hein, mais il faut que Sheamus prenne le titre.
Ouais, ça donnera de la lumière au titre. Mm. Je pense que ça ferait du bien. Il avait déjà relancé un peu le titre US à l'époque à Ouais. Raw, là, quand il avait pris à Riddle où ça marchait moyen. Là, bah, il va Mm. faire pareil. Je pensais que ça serait bien qu'il fasse pareil. Je le souhaite vraiment qu'il fasse pareil avec le titre intercontinental. Là, alors, là, pour le coup, il y avait peut-être effectivement l'absence de ses compères parce que c'est comme bizarre qu'il se retrouvait tout seul. Mais je trouve Mm. que c'était plutôt bien géré avec bah, déjà qu'il l'assumait à l'écran en disant bon bah voilà, désolé, ils sont Mm. coincés en Floride. Et puis que derrière, bah, il le monte en mode super résistant avec bah, le mec qui prend un beatdown et puis qui en réclame encore derrière. Donc globalement, la situation était bien gérée, je trouve, pour cette rivalité-là. Et on va voir peu de temps après que pour un autre match, le fait de pas avoir les acolytes, ça aurait été moins bien géré, je trouve. Ouais, c'est pas toujours bien géré cette histoire, bah, surtout quand on est dans la division féminine. En parlant Voilà. de division féminine, je crois que j'ai zappé l'histoire avec Ronda Rousey qui Ouais, affronte ça m'étonnait que tu t'en parles pas. Ouais. Donc, alors, on se souvient que la semaine dernière, Liv Morgan a défoncé Lacey Evans à travers une table pour prouver qu'elle était, puis à coup de kendo stick pour prouver qu'elle était extrême. Ce soir, Ronda Rousey affronte Natalia. 3 minutes 26 de match, comme à l'entraînement. Victoire de Ronda Rousey avec l'ankle lock. Et ensuite, il y a Liv Morgan qui débarque avec une batte de baseball, carrément. Sachant qu'avant, Ronda Rousey avait fait une petite promo où elle disait « Je suis la femme la plus dangereuse de la planète, alors imaginez si j'ai droit à des armes, j'aurai une batte de baseball. » Et ben là, il y a Liv Morgan qui arrive avec une batte de baseball. Et ben elle va attaquer Ronda Rousey à coups de batte, comme une bonne babyface des familles. Mais elle sait se défendre, Ronda Rousey, donc malgré la batte, elle va réussir à prendre le dessus, elle va envoyer valdinguer Liv Morgan, il y a la sécurité qui arrive, c'est la grosse brawl, on les sépare, Liv Morgan revient à l'attaque, ça se fout sur la gueule dans tous les sens. Et puis finalement Ronda Rousey décide de retourner au vestiaire vu qu'il y a vraiment toute la sécurité qui est là, c'est un gros bordel. Donc moi j'y comprends plus rien. Je croyais que Liv Morgan elle était babyface, mais en fait pas du tout. Ronda Rousey, je sais pas. Je pense que tout ça c'était pour faire une grosse brawl. Qu'est-ce que toi t'as bien aimé, tu m'as dit. Alors, mais malgré rien, la brawl, j'ai bien aimé. Ouais, ça La reste partie, efficace ces trucs-là. la partie brawl, je trouve que Mm. ça reste efficace, surtout avec une Ronda qui est toujours en mode qui est dangereuse, tu vois. Donc Mm. elle, quand t'es dans une brawl, t'as vraiment l'impression qu'elle peut tuer son adversaire, donc c'est toujours intéressant de voir ça. Surtout quand son adversaire c'est libre en fait, t'as envie qu'elle se fasse Mm. tuer. Par contre, sur les positionnements, je suis perdu comme toi. Alors déjà, ça Ronda contre Natalia, donc Natalia au Canada, Ouais. qui donne. Alors sur le coup, je me dis tiens, elle est peut-être, est-ce qu'elle va être heal quand même? Bah non, elle file ses lunettes, je crois, à un fan dans le public. Donc je dis bah attends, elle est face. Mais pendant tout le match, en fait, ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre plutôt, ne fait de mouvements qui pourraient paraître ou face ou heal. En fait, ils font Mm. juste un petit match de soumission classique. Et puis à la fin, comme tu dis, Liv qui débarque avec une batte de baseball. Pour attaquer Ronda, qui l'attaque pas mal de fois en traître, Mm. je ne suis incapable de comprendre. Et d'une semaine à l'autre, ça change en plus. Je ne comprends pas qui est dans quelle position dans cette rivalité en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, Liv essaie de passer pour quelqu'un de badass, mais enfin voilà, elle part de trop loin. Puis tu peux pas être badass contre Ronda Rousey, quoi. Bah non, ça sert à rien. C'est idiot, quoi. Donc, Mm. mais néanmoins, la brawl est sympa. Voilà. Ouais, la brawl a bien Voilà. fonctionné, la foule a popé. Elles se sont battues aussi backstage, je crois un petit peu. Voilà, il y a eu un petit peu de tout. Mm. Et puis en plus, globalement, en fait, la division féminine, elle ne vit que quand Ronda est là en ce moment. Je trouve que, alors c'est pas encore ça, mais un peu comme pour le jugement de Day sur Raw, il y a quand même eu un effort pour essayer de la relancer, de ressusciter un peu le personnage de Ronda, et ça marche quand même plutôt pas mal dans le sens où finalement, bah, tu te rends compte que c'est le seul intérêt féminin qu'on a à SmackDown en ce moment. Ouais. Et c'est déjà, c'est pourtant pas terrible. Mais ouais, ça fonctionne toujours les brawls avec Ronda. On a compris que c'était leur petite technique pour faire monter la sauce.
Mais effectivement, on est perdu dans les alignements. On ne sait pas où en est Liv Morgan et puis on s'en fout quand même. Hein. Alors, c'est triste. Michael Cole et Corey Graves nous l'annoncent en direct. La nouvelle est tombée. La légende Antonio Inoki est décédé. Antonio Inoki, donc peut-être la plus grande star du catch japonais, fondateur de la New Japan Pro Wrestling, qui a affronté Mohamed Ali en 76. Voilà, ce qui lui a permis d'atteindre quand même une notoriété qui a dépassé un peu le cadre du catch. Voilà, un mec largement, il a fait politique, catcheur, MMA. Il a fondé quoi? Il a fondé ta fédération, comme tu as dit. Voilà. Il n'a pas fondé un style aussi. Enfin, je sais pas. Il est un peu le méga star du Japon, ouais. Ouais, voilà, c'est un peu lui qui a toujours voulu mélanger mixed martial art et catch au Japon. Donc voilà, ce qu'on appelle le strong style, ça part un peu de lui en fait au départ. De toute façon, c'est un des comme je dis, c'est le fondateur de la New Japan Pro Wrestling. C'est un élève de Riki Dozan. Alors Riki Dozan, c'est le mec qui a implanté le catch au Japon. Donc c'est vraiment un des grandes légendes du catch japonais. Du catch en général. Il a été champion, d'ailleurs le Corey Graves le mentionne, de la WWF, mais c'est un règne qui n'a pas été officialisé parce que ça s'est passé au Japon. Il avait battu Bob Backlund en 79. Mais en tout cas, il a été quand même champion et il est Hall of Famer. Hall of Famer, ça veut dire, ouais, Hall of Famer, de la WWE. De toute façon, voilà, c'est juste un des plus grands catcheurs de l'histoire. Ouais, il y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde du catch jusqu'à accompli Antonio Inoki. Hein, de toute façon, c'est un des Puis plus grands. Il a inventé aussi ces petites patates là qu'on fait revenir à la poêle, hein, les gnocchis. Voilà, entre les pâtes et des pâtes à la pomme de terre comme ça. Ouais. Donc, merci, hein, Monsieur Inoki. Et chapeau l'artiste. Et bien après, on a un match Bayley contre Shotzi. Hein. Ah, bah voilà. Shotzi qui revient avec son tank. Ils ont réussi à l'amener malgré la cyclone. Donc on est content. Elle a son tank. Et puis elle tire un coup dans le public. Là, il y a des feux d'artifice, c'est joli. Mais elle perd contre Bayley. Ouais, c'est joli. Voilà. Victoire de Bayley sur Shotzi. Une petite erreur, je pense. Hein. Ouais, tu penses qu'elle devait gagner? Il y a eu un botch à la fin. Je pense qu'en fait, ce match n'aura pas dû avoir lieu. Ouais, surtout, c'est ça. Bah non, c'était annoncé quand même, mais avec les damage control, mais comme ils étaient pas là, du coup, c'est ça, ouais. ils ont pas pu partir en disqualification comme ça aurait dû être le cas, je pense. Voilà, c'est ça, en fait, le match. Je pense que le match est annoncé depuis la semaine dernière, ça, il n'y a pas de souci. Mais au final, qu'est-ce qui vient foutre là, ce match-là, en fait, entre. Parce que l'histoire, c'est finalement Shotzi qui va rejoindre Raquel pour se défendre contre Alors attends, j'ai pas tout dit, parce que Bayley attaque Shotzi à la fin, mais il y a Bianca Belair qui arrive. J'ai complètement oublié tout ça, moi, désolé. J'avais oublié aussi. Voilà, sauvetage de Bianca Belair. Qui était là aussi, bizarrement. Voilà, qui était là aussi. Manifestement, la tempête a ramené les gens d'en haut. Voilà, c'est ça. Ils ont dû détourner un avion, je ne sais pas. Et qui fait un KOD du coup non, elle tente le KOD au-dessus de l'échelle, mais Bayley s'échappe. Voilà. Donc au final, on aura un peu boosté le match féminin de Raw. Par contre, la question, c'est que faisait Bayley à SmackDown du coup, parce que l'intérêt c'est que Shotzi soit en rivalité pour les ceintures tag team et elle affronte la leader du groupe où elle se fait latter en plus. Ouais. Moi, je pense sincèrement que vu les absentes, ils auraient dû carrément annuler le segment ou faire un truc backstage où ils se tabassent avant le match. Mais ils n'auraient pas dû faire le match en fait parce que là, du coup, il a aucun sens. Shotzi se fait régler en 3 minutes. Alors, t'en profites pour capitaliser sur le Bayley versus Bianca, mais la ceinture d'Euro, moi, je vois pas ce qu'elle vient foutre à SmackDown en fait. C'est le genre de truc qui me perturbe moi quand tu builds la ceinture suprême de l'autre show. Il ferait mieux de passer plus de temps à mieux servir la ceinture d'Euro à Raw plutôt que de venir de la foutre à SmackDown.
Ouais, clairement. De toute façon, ça va pas à la division féminine, là. Donc, en plus, s'il y a des interférences de la météo, ben voilà, on se retrouve avec des matchs sans intérêt, des catcheuses qui sont enterrées, alors qu'elles sont au début de leur push, des championnes qui arrivent pas dans les bonnes émissions, des gens qui sont absents. Donner la ceinture à Bayley et puis qu'on en termine, là. Voilà, décidément, la division féminine, c'est le point noir, hein, de la WWE en Non, ce moment. ça s'est pas amélioré, hein. Il y a eu vraiment Non. un espoir quand Damage Control est arrivé. Là, les 3 filles ont dit ah tiens, elles vont tenter un truc et puis flop direct. Hein. Flop direct, ça patine, ça patauge dans la smoule. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Drew McIntyre, Johnny Gargano, Kevin Owens affrontent Austin Theory et Alpha Academy. Je vous l'avais promis, c'est pour maintenant. Donc, un match de folie où ça va dans tous les sens. Ça va même se terminer avec Kevin Owens et Gable sur une table. Stunner de Owens sur Gable sur la table. Pendant que dans le ring, McIntyre place le Claymore sur Theory. C'est la victoire des gentils. À la fin, McIntyre attrape sa lanière en cuir pour frapper Theory. Et c'est ainsi que termine SmackDown. Plutôt du beau boulot dans le ring quand même. Ouais, et puis ça pop pas mal grâce à McIntyre et Owens. C'est rigolo d'ailleurs parce que lors de l'entrée, en fait, tu fais rentrer d'abord, je crois que c'est d'abord Owens, Gargano, hop, personne ne réagit, et McIntyre derrière avec la foule qui explose, ou l'inverse, enfin, je sais plus, enfin, je sais qu'en tout cas, ils ont alterné pour justement essayer de masquer le déséquilibre de l'équipe face. Et puis, Owens qui marche bien, enfin, par contre, enfin, d'autre côté, c'est sympa, mais d'autre côté, je me pose sur des questions de est-ce que pendant 10 ans, ils vont nous faire le coup de dès qu'il y a un show au Canada, on ramène Owens et Zayn et puis on fait en sorte d'avoir les stars du Canada et puis en main event. Enfin, je comprends. Hein. Ouais, Bon, en plus, j'aime bien Owens, hein. Mais là, c'est mmh. franchement, c'est de la cheap pop de chez cheap pop. Quoi. T'as Winnipeg, Mmh. tiens, on va mettre Kevin Owens en main event. Allez hop, on va tranquille. Bon, voilà. Et puis, sinon, Theory se fait victimiser. C'est un peu sa tête. Hein. Il y a la tête de la victime, donc ça lui fait pas plus de mal de prendre en plus de tout le reste des petits coups de ceinturon en bonus, quoi. Ouais, voilà. Il va vraiment. C'est son année où il porte sa croix, hein. Jusqu'à ce qu'il puisse un jour cacher sa mallette, peut-être. Même si je me demande s'il va pas l'abandonner, sa mallette, même à un moment donné, pour passer babyface. Oh là là. Ouais, bah voilà. Bon, sinon, le match propre, effectivement, les grosses pop, hein, comme tu dis, pour McIntyre, pour Owens. Gargano, bien en difficulté, il n'a pas la bonne place, mais comme on le disait, il faut qu'il fasse ses preuves. C'est plus NXT ici. Voilà. On nous annonce la signature du match entre Bianca Belair et Bayley pour Monday Night Raw. Et il y a une petite nouvelle qui est tombée. Daniel Cormier, le gars du MMA, hein, combattant MMA, sera l'arbitre pour le Fight Pit match entre Matt Riddle et Seth freaking Rollins. Qu'est-ce qu'ils en font avec ce Fight Pit match là? On a eu 12 000 segments de vidéos pendant le show, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils nous l'ont annoncé une paire de fois. Moi, je suis pas trop emballé, hein, parce que c'est Seth Rollins qui fait le spectacle. Si tu le mets dans une cage, machin. Si c'est pour faire du faux MMA. C'est même pas une cage, c'est une espèce de. De mémoire, c'est une espèce de cavité dans le sol en fait, le Fight Pit. Ouais. Mais du coup, j'attends vraiment de voir comment ça va se passer auprès du public dans une salle là, parce que un truc avec des murs, en fait, ils vont aller voir quoi le public. Ou alors faut que ce soit un segment vidéo, je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment ça va se dérouler. Moi, je sais même pas si je les avais vus, ceux qui étaient passés à NXT, mais c'était des trucs avec Timothy Thatcher là. Donc c'est ça, ouais. J'ai souvenir avec Timothy Thatcher, mais à l'époque, il n'y avait pas de public de mémoire. Donc ouais, bah oui. Ouais, non, je sais pas pourquoi il est venu avec son concept de merde là. On va voir. Ils ont intérêt à faire le spectacle, mais j'ai peur que ça handicape Seth Rollins, sachant que c'est Seth Rollins qui fait le spectacle de toute façon. Ça m'inquiète. Bon, après, on va plutôt être optimiste sur la qualité des pay-per-view depuis quelques temps, des PLE.
Jusqu'à présent, c'est à chaque fois passé. Donc, bon, Ouais, ils sont on va impliqués. leur laisser une chance. Allez, on va voir. Et puis on a aussi le petit lapin blanc hein, qui est parsemé tout au long du show avec des petits QR codes. Il y a aussi un mec avec une pancarte Reveal Yourself là ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a toujours ce petit lapin blanc. Il y a le QR code envoie un petit dessin animé avec les 3 petits cochons, puis après ça se termine avec un loup et un cochon un peu plus trash. On ne sait toujours pas qui est teasé. Carrion Cross, hein, sûrement. Il y a 2, c'est 50-50. Hein. Soit c'est Carrion Cross, soit c'est Adam Rose. Ah bah oui, c'est vrai qu'Adam Oui. Rose, pourquoi pas. Voilà, et tout le monde oublie LA Knight, hein. Et tout le monde oublie LA Knight, ouais, c'est peut-être LA Knight aussi. Qu'on n'a pas vu depuis des années là. Attention. Ouais. Hein. Ouais. Il y a beaucoup. Ouais, c'est peut-être aussi Alistair Black. Ah oui, peut-être. Qui a signé à la All Elite Wrestling, donc il devrait sûrement débarquer à la WWE. Ou MJF, hein, qui paraît qui est sans contrat là. Attention. Hein. Peut-être Vince McMahon. On ne sait pas. C'est vrai qu'on l'appelle petit lapin blanc dans le milieu. Blanc. Ouais. Ou pourquoi pas Braun Strowman, je crois qu'il a été aussi lapin blanc à une époque. Je pense qu'on a fait le tour des candidats. Voilà, si c'est pas un de ceux-là, on sera franchement surpris. Ouais. Ça peut être aussi, j'y pense maintenant, Sasha Banks ou Naomi. Ah oui, peut-être. Le lapin blanc, ça leur irait bien. Ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est sûrement Karrion Cross ou Adam Rose. C'est là que j'ai vu que Mettez vos sous dessus. Hein. Mettez vos sous, mais les codes sont sur ces deux-là. Voilà, en tout cas, ça continue ce petit truc. C'est plutôt sympa pour ceux qui arrivent à. Qui en ont quelque chose à foutre. Qui en ont quelque chose à foutre et puis qui arrivent à choper le QR code. Bon, ça, c'est les expérimentations de Triple H. Si ça lui fait plaisir, on va pas l'embêter. Tant que ça prend pas de temps l'antenne. Voilà, c'est ça. Ça marche aussi. Bon, bah voilà, on a fait le tour de ce SmackDown de Brick et de Brock, là, monté à la va-vite. C'est l'heure du mot de la fin. Il faut trouver un top, un flop, et puis il faut mettre une note. Alors, qu'est-ce qui était top, qu'est-ce qui était flop, qu'est-ce qui était note? Qu'est-ce qui était note? Pop. Le flop, je vais le mettre au Bailey Shotzi, qui n'avait rien à foutre là. Alors, malheureusement, ça tombe souvent autour de soit de Damage Control, soit de Bianca, soit de Shotzi, mes flops en ce moment. Mais il y a quand même un vrai souci et une vraie capacité à faire de la daube avec cette division féminine qui se renouvelle semaine après semaine. Le top, je sais pas. Je le donne à Sheamus, allez, un top facile en Sheamus super résistant, puis qui arrive à peu près à contourner le manque enfin qui soit tout seul quoi. Bref, voilà, j'arrive pas à le formuler, mais c'est l'idée. Ah non, je rectifie, on va faire sur la pause. Boum. Allez, je rectifie sur la pause des Maximum Male Models quand même. Ah voilà, oui, elle était quand même magnifique. Et puis ils étaient en course pour un titre, et c'est toujours important de donner le top à quelque chose qui est en course pour un titre dans le show. Donc voilà, et ma note, j'étais un poil plus enthousiasmé quand je l'ai vu que maintenant que je viens de faire la review. C'était comme mieux que Raw, que j'ai pas aimé du tout. Je vais donner un 2,75 parce que c'était pas trop mal. Même si je comprends qu'ils aient eu des soucis avec la tempête, je pense quand même qu'ils auraient pu faire mieux dans le contenu en travaillant un peu mieux avec les personnes qui étaient là notamment toutes les feignasse qui sont restées en coulisses. Donc voilà, je ne donne qu'à 2,75 parce que ça reste dans la moyennasse attitude des shows de la WWE en ce moment où je sens qu'il n'y a pas grand chose qui déborde. Et comme il n'y a pas beaucoup de bloodline, du coup, ça ne permet pas de monter la note plus haut. Ouais. Il manque toujours ce grain de folie qu'on appréciait chez Vince McMahon, ce petit côté un peu foufou qu'on n'a pas chez Triple H, où tout est carré, tout est du catch. De la cohérence, même si ça marche pas toujours, hein, on l'a vu avec Liv Morgan. Le flop,
Bah, le flop, ouais, bah, je vais le donner à Liv Morgan, là, qui arrive en tant que heel, alors qu'elle est censée être face. J'ai pas trop compris. Toute la division féminine, de toute façon, mérite le flop. Je donnerai mon top à l'opener, Sami Zayn et compagnie. C'était cool. J'aime bien Solo Sikoa aussi. Donc, comme tu le dis, dès qu'il n'y a plus la Bloodline, ça pêche un peu, hein. Donc ça, c'est pas cool. Je vais mettre 2,5 au show. Pour moi, c'était moyennasse. Effectivement, c'était une semaine un peu mou du genou à la WWE. Bon, bah, ils construisent des matchs alors avec des stipulations pour Extreme Rules. Comme ça, les gens seront contents sur Internet. Maintenant, Des stipulations pas forcément logiques. pas forcément logique, ouais, non, c'est juste histoire de tenir le titre, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques dans les années précédentes, comme quoi il n'y avait pas assez de matchs extrêmes à Extreme Rules. À raison, ouais, mais bon. On espère que ça va donner. Moi, je suis pas sûr qu'un match avec que des un pay-per-view avec que des stipulations, ça va casser la baraque, mais bon, on va voir. Il y a quand même beaucoup de talent de toute façon à la WWE. Oui, ouais, voilà, faut se reposer. C'est ça. L'avantage, c'est que le pay-per-view, souvent, ils te mettent comme les meilleurs, donc t'as pas là, les Gargano, les Ciampa, les machins. Et ceux qui sont bon niveau, quoi. Ceux qui sont dans le main event, ils savent faire le spectacle. Hein, donc. C'est ça. C'est vrai qu'il y a vraiment pas trop de soucis à se faire, mais du coup, bon, bah, c'était un petit peu, voilà, quand il n'y a pas de surprise. Voilà, la surprise de la semaine, c'était le retour de Candice LeRae. Voilà quoi. Donc du coup, bah, c'est un petit peu moyennasse, quoi. Mais c'est pas grave, on sera là quand même la semaine prochaine pour la dernière semaine avant Extreme Rules, donc une semaine qui s'annonce historique. Ah bah, il y a du gros là. La gros. semaine prochaine, ils annoncent donc du coup, si je dis pas de bêtises, c'est SmackDown première avec Sheamus versus Gunther pour le titre intercontinental, et on aura aussi droit à confrontation, la première entre Roman Reigns et Logan Paul. Attention les yeux. Voilà, on passe aux choses sérieuses la semaine prochaine pour la dernière ligne droite avant Extreme Rules, alors que je vois qu'il va y avoir un documentaire sur Vince McMahon sur Vice TV en octobre. Voilà, faudra regarder ça. Bon, eh ben, on vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Hein, on est aussi sur YouTube. Abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, parce que c'est toujours gratuit. Vous cliquez sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu qui sort. On a notre review de Monday Night Raw qui est en ligne, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Je crois que c'est Raphaël et Giscal qui sont aux commandes. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est sur Facebook, on est sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est sur Instagram et on est là toutes les semaines pour vous dévoiler tous les mystères de la WWE. Rejoignez-nous sur Discord si vous voulez discuter. L'invitation est dans la description. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi, Ringside, pour nous avoir ensoleillé ce week-end avec cette review. Voilà, je suis venu avec le soleil. Voilà, bah les gars, à bientôt, les filles, à bientôt. On se retrouve pour plus d'analyse des émissions de la WWE. À bientôt, les amis. Ciao, bye bye. Salut à tous. Faudra quand même faire un petit comptoir du catch sur qui est le lapin blanc, quoi. Ouais, moi d'après mes infos, ce serait Karrion Cross. Non, mais vraiment, ouais, je pense qu'il y a un truc là-dessus, quoi. Et puis si on est premier, puis si on fait ouais, franchement, il y a un truc. Si on est premier à le dévoiler, en plus, ça va faire. C'est ce que j'allais dire. Des ratings de fou. Hein. Oh là 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 là.